Merci mes chers amis. Alors le nouveau regard que j'ai sur les traitements antithrombotiques, j'ai suivi les différents topos qui étaient excellents les uns les autres. Mais je pense que le vrai sujet d'actualité, c'est le risque hémorragique. C'est en traitant ces malades coronariens, que ce soit à la phase aiguë d'un syndrome coronaire aigu ou en chronique, est-ce qu'on va leur apporter un bénéfice et est-ce qu'ils ne vont pas saigner? Et de plus en plus, on s'intéresse au risque hémorragique du traitement antithrombotique. Et vous le savez que nous avons toujours un épée de Damoclès sur la tête, c'est-à-dire quand on donne un traitement antithrombotique, antiplaquettaire en particulier pour les coronariens, nous avons à peser toujours le pour et le contre et le risque-bénéfice, et en particulier le risque thrombotique par rapport au risque hémorragique. Par exemple, si on prend en charge un patient, on va considérer son âge, son sexe, son poids, l'histoire, est-ce qu'il a saigné ou pas, est-ce que c'est un syndrome coronaire chronique ou un syndrome coronaire aigu, est-ce qu'il a des facteurs de comorbidité, en particulier une insuffisance rénale, une artériopathie des membres inférieurs, un diabète, est-ce qu'il a déjà un traitement anticoagulant, est-ce qu'on a fait une angioplastie par voie fémorale ou par voie radiale, et par conséquent, on va mettre en place un traitement antithrombotique. Et donc, on doit considérer toujours ce double risque ischémique et hémorragique. Et on oublie souvent que le risque hémorragique est tout aussi important à considérer. Pourquoi? Parce qu'il est associé à un prolongement d'hospitalisation, à une augmentation des coûts et une augmentation de la mortalité à court et à long terme. Et ce qui est intéressant, c'est que ce risque hémorragique est modifiable. C'est-à-dire que nous avons la possibilité de le voir venir et de le prévenir. Vous savez que le diable se cache toujours dans le détail. Et justement, le vrai diable ici, ce sont les saignements hémorragiques. Alors, est-ce qu'on peut donner une fréquence? Effectivement, on considère, sur un suivi de 24 mois, dans l'étude ADAPT DS Study, c'est que 6% vont saigner sous traitement antiplaquettaire. Et ces saignements vont être soit des saignements cérébraux, soit des saignements digestifs, en particulier lorsque vous mettez en place un traitement antiplaquettaire, un traitement plaquettaire. Et ce saignement risque d'avoir une répercussion, que ce soit à court et à long terme, et que ce soit sur l'avenir du patient. Il y a une chose extrêmement intéressante, c'est que 30% des patients qui sont dilatés, qui sont sous traitement biplaquettaire, vont saigner. Ils vont nécessiter l'arrêt du traitement. Et vous avez le topo classique, vous dilatez un patient, au bout de quelques mois, vous le mettez sous traitement antiplaquettaire, biplaquettaire, il saigne, vous arrêtez, il retrombose son stent ou il fait un syndrome coronaire aigu. Et vous vous trouvez dans une situation d'urgence. Et c'est justement ce genre de scénario qu'il faudrait absolument éviter. Alors comment l'éviter? Bien entendu, il faut absolument y penser et le prévenir. Et on considère que le fait d'avoir saigné sous traitement antiplaquettaire, va augmenter votre risque de mortalité et de morbidité. Quand quelqu'un saigne à la sortie ou au cours de suivi sous traitement, sa mortalité va augmenter. Regardez bien, c'est tout en haut et par rapport au bas, c'est-à-dire que la différence est extrêmement importante, 13% de risque de mortalité par rapport à 1,9%. Donc il y a un haut risque. Et il y a un super travail qui s'appelle l'étude Tracer, qui a été publiée dans l'European Heart Journal, qui montre que quand vous avez des patients qui ont un risque élevé d'infarctus du myocarde et un haut risque d'hémorragie, et en particulier, comme on calcule aujourd'hui par des scores, le score bleeding, à ce moment-là, votre risque est tout en rouge et tout en bas, c'est-à-dire que ce sont les patients qui vont mourir le plus. Syndrome coronaire aigu plus haut risque de saignement, ce sont des patients qu'il faudrait absolument surveiller. Et bien entendu, comment prévenir tout ça? On a travaillé sur des registres, sur des scores. Et ces scores, parmi les scores les plus intéressants, le score donc Paris, qui a été tiré du registre Paris et qui a été fait dans la fameuse équipe de Mount Sinai, et qui va tenir compte d'un certain nombre de facteurs. Des facteurs de risque d'hémorragie et de facteurs de risque thrombotique. Et comme vous le voyez, c'est parfois les mêmes facteurs de risque de thrombose, ce sont les mêmes qu'on retrouve de saignement. Par exemple, le fait de fumer, ça augmente les thromboses et ça augmente les saignements. L'anémie, ça augmente le risque de saignement et de thrombose. L'insuffisance rénale, il faudrait en tenir compte dans le risque de saignement et le risque d'hémorragie. Voilà des choses extrêmement intéressantes, importantes. Et il y a un message extrêmement intéressant. Ce sont les malades les plus graves qui vont mourir, les plus dangereux, qui vont avoir le risque thrombotique le plus élevé, qui vont avoir le risque hémorragique le plus élevé. C'est-à-dire que ceux qui ont un haut risque hémorragique élevé, les plus importants, vont avoir aussi un risque ischémique très important, 30%, 30%.
Et ceux qui ont un risque intermédiaire, on va dire, vont aussi avoir un risque thrombotique important. Alors comment on va faire tout ça? Est-ce qu'on va l'évaluer comme ça à la louche, comme ça en regardant le patient, en disant oui, non? Mais aujourd'hui, on a des outils et des mesures précises qui nous permettent d'avancer. Voilà notre score, le score DAPS-Score, qui est un score qui va tenir compte d'un certain nombre de facteurs, de l'âge, du tabac, du diabète, de la présentation sous forme d'infarctus ou sous forme de syndrome coronaire, de la dilatation, du stenting, du diamètre du stent, de l'existence ou non d'insuffisance cardiaque et l'existence, bien sûr, de stents. Alors, par rapport à ça, ce qui est extrêmement intéressant à intégrer, c'est que tout le monde, et aujourd'hui, beaucoup de chercheurs et beaucoup de ceux qui ont travaillé sur des scores, par exemple, précises d'APT, qui va tenir compte de 4 facteurs, de 5 facteurs, l'hémoglobine, la clearance de la créatine, l'âge, les blancs, et est-ce que le malade a saigné ou pas. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les travaux qui ont été publiés, toutes les études qui ont été publiées ont inclus peu de patients à risque hémorragique élevé. En général, ils les squattent. Il y a à peu près, on va dire, 40 à 30% de patients à haut risque hémorragique qui ont été inclus dans les grandes études, dans les grands essais. Et par conséquent, on peut parfois sous-estimer ce risque qui est extrêmement important. Alors, quand on parle de saignement, il faudrait qu'on parle le même langage. Il y a un langage aujourd'hui universel, c'est BARC. Et les hémorragies les plus importantes, c'est l'hémorragie BARC3 et BARC5. BARC3, il y a 3 types. Il y a 3A, c'est-à-dire lorsqu'on a chuté son hémoglobine plus de 3 à 5 grammes d'hémoglobine. Lorsqu'on a chuté plus de 5 grammes d'hémoglobine avec transfusion ou avec tamponnade, on est 3B. Et lorsqu'on saigne dans le cerveau, on est 3C. Et lorsque on est type 5, ça veut dire qu'on a eu une hémorragie fatale. Voilà, quand on dit BARC3, BARC5, c'est ça ce que ça veut dire. BARC1, il n'y a pas de saignement. BARC2, BARC1 et 2, c'est des saignements minimes. Donc les plus importants, quand vous entendez Jean-Philippe Collet, ou vous entendez des gens parler de recommandations ou de saignements, c'est ça ce qu'ils veulent dire. Ils veulent dire c'est 3, 5, c'est-à-dire les patients qui saignent le plus. Et tout le monde est d'accord aujourd'hui que le score ARC, High Risk Bleeding, c'est le score que doit être utilisé par tout le monde, par la communauté médicale. Et donc, je vous demande, à la sortie de cette présentation, de télécharger et d'utiliser fréquemment ce score, parce que c'est un score qui a été fait par des équipes, en particulier l'équipe de Mount Sinai qui a participé, il y a beaucoup d'équipes de chercheurs, et c'est le score qui se rapproche le plus de la vérité, et qui va vous rapporter, par rapport à un certain nombre de facteurs, où se situe votre patient. Est-ce que c'est un patient qui est à risque hémorragique faible ou c'est un patient à risque hémorragique élevé? Donc vous allez tenir compte de l'âge, existence d'une insuffisance rénale, de l'état du foie, est-ce que le malade a un cancer, est-ce que le malade a déjà saigné, est-ce qu'il a déjà eu un traitement anticoagulant, est-ce qu'il a une chirurgie prévue, est-ce qu'il a eu un traitement anti-inflammatoire, est-ce qu'il a une anémie. Et tous ces facteurs vont être intégrés pour donner un certain nombre de critères. Alors tout le monde est d'accord que quand quelqu'un a le consensus, quand quelqu'un a un BARC 3 ou 5, avec un risque plus de 4% par an, ça veut dire que ce patient est à haut risque bleeding, à haut risque de saignement, ou lorsqu'il a saigné dans son cerveau. Et nous avons en fait besoin de deux critères, d'un critère majeur et de 2 critères mineurs pour identifier un patient qui est à haut risque. C'est-à-dire quand on a un critère BARC 3 ou 5, plus de 4% dans l'année, ou un risque qui est supérieur à 1% d'hémorragie intracérébrale, c'est un critère majeur, ou lorsqu'on a 2 critères mineurs, à ce moment-là, on définit que le patient est à haut risque. Mais je vous invite à utiliser vos smartphones et à ne plus travailler à la louche, comme on fait en tous les jours, donc pour pouvoir mieux approcher vos patients par rapport au risque hémorragique. Et regardez bien, le risque cumulatif sur une année, c'est en rouge par rapport au bleu. Les malades qui saignent, ce sont des malades qui vont mourir plus vite, qui vont avoir un haut taux de mortalité à court, à moyen terme, et qui vont mourir d'hémorragie, vous imaginez, hémorragie cérébrale ou hémorragie digestive, et ils vont aussi mourir du fait que ça va perturber le traitement antiplaquettaire. Quand vous allez l'arrêter, bien sûr, ils vont retromboser, ils vont se trouver dans des zones absolument dangereuses. Et donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons travailler sur ça parce que quand nos cathétériseurs mettent des stents, et je pense qu'ils le font bien, je ne pense pas, ils le font bien,
Ils le font bien. Ils s'occupent très bien de la période périprocédurale. Euh, Voie radiale, traitement antiplaquettaire. Non, le malade sort, il est dilaté, il n'y a aucun problème. Mais le suivi par la suite, on oublie souvent qu'on parfois on laisse des malades 1 an, 2 ans, 3 ans sous traitement biplaquettaire. Deuxièmement, il faudrait toujours avoir à l'esprit à la sortie du patient quel est le risque hémorragique de ce patient et est-ce qu'on ne doit pas raccourcir ce traitement antiplaquettaire sur 1 mois, sur 3 mois, sur 6 mois, sur 1 année. Et parfois, donc, il ne faut pas oublier, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les travaux et les essais qui ont été publiés ont pratiquement éliminé le tiers. Ils n'ont gardé que le tiers des patients qui sont à haut risque hémorragique. Et comme ça, on va trouver entre deux feux. On peut avoir un patient en regroupant ces 6 études qui ont travaillé sur high bleeding risk, c'est-à-dire sur le score. On va se retrouver avec des patients qui vont avoir soit du côté ischémique plus important, soit du côté hémorragique le plus important. Il faudrait absolument en tenir compte. Et je ne suis pas cathétériseur, mais vous le savez, on a appris que des stents, il y a toute l'architecture des stents qui est en cours, qui est importante, tous les polymères qui y sont, les drogues, le matériel, le delivery stent system, tout ça va entre le métallique, tout ça, ça risque de thromboser. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer le risque hémorragique? Est-ce qu'on doit arrêter l'aspirine? Est-ce qu'on va passer est-ce qu'on va raccourcir le traitement antiplaquettaire? Est-ce qu'on va, comme l'a suggéré l'étude Vos sur la fibrillation auriculaire, de continuer l'antiplaquettaire et arrêter l'aspirine? Donc tout ça, ce sont des choses qui sont en cours et on va voir les 3 essais qui ont été récemment communiqués. Donc, comme premier message de cette première partie, c'est que attention au risque hémorragique, ça complique les angioplasties, ça associe une augmentation du risque à court et à long terme. Il faut faire attention parce que les patients à haut risque de saignement sont à haut risque de saignement et de thrombose en même temps. Il faudrait en tenir compte. Ici, un message clair à vous passer aujourd'hui. Télécharger ARC HBR, ça existe et c'est très important pour le faire et en tenir compte. Au moins, si vous ne l'avez pas téléchargé, vous n'êtes pas familier, au moins y penser devant les patients. Donc quand on voit, c'est la deuxième partie, quand on voit l'évolution du traitement plaquettaire, on a 3 phases. On a la première phase où on a essayé de remplacer l'aspirine. Ça ne marche pas. On a la deuxième phase où on a donné le traitement aspirine plus les PY2A. Donc tout ça, 12A. Donc comme le clopidogrel, le ticagrelor, le prasugrel. C'est à la base d'une recommandation. Et puis aujourd'hui, il y a une 3e stratégie qui est en train de voir le jour, c'est de faire stratégie donc, où on vend l'aspirine par la suite. Et c'est les stratégies dont on va parler. Alors pourquoi l'aspirine pose problème? L'aspirine pose problème parce qu'elle fait saigner. Et on sait avec les Sévost que ça fait saigner dans le tube digestif, ça fait saigner le cerveau. Deuxièmement, nous avons de nouvelles drogues qui sont puissantes, n'est-ce pas? Le ticagrelor, le prasugrel, le clopidogrel sont beaucoup plus puissants. Et en plus, quand on parle du temps où l'aspirine a fait ses preuves, c'est un temps qui a changé. Nous avons ce qu'on appelle le traitement du risque résiduel. Nous savons mieux traiter les patients avec les statines, avec les PCSK9, avec les IEC. Donc, on optimise mieux les traitements et le risque diminue. Alors, dernière partie, ce sont les études qui ont été récemment faites sur justement ce sujet. Et en particulier 3 études qui sont toutes récentes, qui ont été communiquées pendant l'année. Alors, la première étude, c'est une étude asiatique chez des patients qui sont coronariens. Et on va voir l'effet de donner le traitement biplaquettaire pendant 1 mois, suivi par le clopidogrel pendant 12 mois, versus un traitement pendant 12 mois de l'association clopidogrel plus l'aspirine. Et on voit que quand on compare la stratégie 1 mois suivie d'un traitement monoplaquettaire pendant 12 mois, c'est à peu près la même chose, 2,4, 3,7%, mais en termes de saignement, nous avons plus de saignement avec la population qui va avoir un traitement plaquettaire sur 12 mois. Alors, la première étude des 3 études récentes, c'est l'étude qui a été communiquée à l'ACC cette année, donc c'est l'étude Host-Exam. C'est une étude qui nous vient de la Corée du Sud. C'est un peu, comment on l'appelle? C'est une étude sur aspirine versus clopidogrel en traitement chronique. On va comparer la monothérapie versus bithérapie après traitement interventionnel coronaire. Et cette étude, comme background,
ce qu'on a dit par rapport, bien entendu, au risque hémorragique. Et on va prendre une population qui a eu pendant 6 à 12 mois aspirine plus clopidogrel, et on va faire deux groupes, un groupe aspirine, un groupe clopidogrel, et on va voir les événements cardiovasculaires et les événements de saignement. Alors, on va comparer l'efficacité. Vous voyez toujours qu'on parle efficacité-sécurité. Clopidogrel en monothérapie, en traitement chronique chez les patients qui ont une angioplastie avec un stent actif. Donc, Rostexam, et est-ce que le clopidogrel va être supérieur à l'aspirine chez les malades chroniques? Alors, le critère primaire est un critère de mortalité, d'infarctus non fatal, d'accident vasculaire cérébral et de saignement. Le critère secondaire, c'est un critère composé de thrombose et un critère de saignement qui est donc BARC supérieur par rapport à 2 saignements. Et donc, on va voir ce que donne cette étude. Voici le design. On prend 5530. C'est un peu ce qu'on appelle le twilight du pauvre. Hein. Donc, voilà. Alors, ce sont des patients de 6 à 18 mois, traitement biplaquettaire, et on va les randomiser aspirine 24 mois, clopidogrel 24 mois. Et donc, les critères majeurs et mineurs, vous les avez. Voici la randomisation. Voici comment on a fait en pratique. Ce sont 5330 patients qui va être randomisés dans chaque groupe, un groupe clopidogrel et un groupe aspirine, sur 24 mois le suivi, et voici le résultat. Le clopidogrel fait mieux que l'aspirine, avec une diminution de 27% et un P de 0,05 avec une différence significative. Et bien entendu, en critères secondaires, il y a sur le critère composé thrombotique, décès cardiovasculaire, infarctus non fatal, accident vasculaire cérébraux, réadmission pour syndrome coronaire aigu, on a le clopidogrel qui fait mieux. Et bien sûr, en saignement, on le sait, l'aspirine fait saigner plus, et par conséquent, le clopidogrel a gagné cette partie. Et donc, voilà, on perd protocole, donc on a une victoire du clopidogrel par rapport à l'aspirine. Donc, première conclusion de Rostexam, c'est que chez les patients qui ont eu un traitement biplaquettaire sur 6 à 18 mois, le clopidogrel en monothérapie comparé à l'aspirine diminue de façon significative le risque composé de mortalité cardiovasculaire, d'infarctus non fatal, d'accidents vasculaires cérébraux, de réadmission pour syndrome coronaire aigu et de BARC plus de 3. Et le bénéfice est un bénéfice sur le critère composite, thrombose et saignement. Et donc, par conséquent, c'est une étude dont il faudra tenir compte. Deuxième étude qui a été communiquée cette semaine au Congrès européen, c'est MasterDapt. Alors, MasterDapt, qui a été présenté par Val Gimigli, donc de Lugano, et qui travaille beaucoup avec le Mont Sinaï sur le risque hémorragique, sur les patients à haut risque hémorragique. On va mettre chez des patients un stent, Terumo, bioabsorbable, polymère. Ce sont des patients à haut risque, je signale. Et on va comparer un traitement 1 mois biplaquettaire versus 12 mois. Donc, vous voyez un peu, la tendance, c'est de raccourcir le traitement biplaquettaire. Alors, c'est une étude qui va comparer 1 mois de traitement biplaquettaire après implantation de ce stent-là. Hein, ce stent Terumo bien précis. Et donc, cette étude va s'adresser à des patients à haut risque hémorragique. Et on va voir est-ce que ça va marcher sur les critères. Alors, regardez le design. Ce sont des patients qui vont avoir 30 jours de traitement après l'angioplastie, et qui n'ont pas d'événements cardiovasculaires ou ischémiques pendant cette période-là, et qui n'ont pas eu de revascularisation pendant la mise en place du stent. Et on va mettre un protocole court vis-à-vis d'un protocole standard de 12 mois qu'on a l'habitude de le faire. Alors, ça, c'est le stent que vous allez décrire mieux que moi. Vous êtes de grands cathétériseurs. Alors, c'est un stent sérolimus, c'est un stent plateforme, polymère coating. Bref, ce sont des détails techniques. Alors, comment ils ont défini les patients à haut risque hémorragique? Ce sont des patients qui ont eu un traitement anticoagulant au moins dans les 12 mois qui ont précédé l'étude. Ce sont des patients qui ont eu, dans les moins de 12 mois, un saignement. Ce sont des patients qui ont eu des saignés par une cause ou une autre, qui ont plus de 75 ans, qui ont des
conditions systémiques qui favorisent le saignement, qui ont un taux d'hémoglobine à moins de 11, qui nécessitent un traitement anti-inflammatoire, qui ont eu un cancer ou qui ont eu un accident ischémique transitoire ou un accident vasculaire dans les 6 mois, ou qui ont un score précis, donc plus de 25. Donc ce sont des patients à haut risque qu'on va étudier dans cette étude-là. Et voilà un peu le design et les 2 groupes de personnes. Alors, il faudrait rappeler que l'adhésion au traitement antiplaquettaire est très bonne dans les 2 groupes. Dans les 2 groupes, avec un peu de différence. Il faut dire que dans le groupe 1 mois, il y a eu 34 mois. Il faudrait dire que dans cette étude, on a utilisé et l'aspirine, le ticagrelor, le clopidogrel et le prasugrel. Alors, les résultats sont devant vous. Les courbes, il n'y a pas de supériorité d'une stratégie par rapport à une autre. C'est-à-dire que le groupe court, la stratégie courte, fait aussi bien que la stratégie à 12 mois. Et ça, sur un événement, sur un critère assez lourd, sur les événements cardiovasculaires. Donc, on avait comme premier critère les effets NACE, voilà, et puis les événements cardiovasculaires majeurs, les MACE. Donc, il n'y a pas de différence. Et puis, bien sûr, en termes de saignement, le groupe 12 mois va faire saigner plus que le groupe pendant 1 mois, ce qui est tout à fait habituel. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure? Que chez les patients, il ne faut pas extrapoler plus que ce qui est écrit, ce qui est fait. C'est un groupe de personnes à haut risque qui ont eu l'ultimaster sérolimus, le terumo, et qui ont eu 2 stratégies. La stratégie courte n'est pas inférieure en termes d'événements cardiovasculaires, il n'est pas inférieur en termes d'événements cardiovasculaires majeurs, et la stratégie courte, il y a moins de risques hémorragiques par rapport à la stratégie standard. Mais on ne peut pas extrapoler. Si on extrapole, c'est par rapport à l'étude que je vous ai présentée. Alors, la dernière étude, c'est l'étude STOP-DAPT 2. Donc, on a vu STOP-DAPT tout à l'heure. Alors ça, c'est une étude qui va s'intéresser on va prendre des patients qui ont un syndrome coronaire aigu, qu'on va dilater, et on va les mettre sous 2 possibilités. Clopidogrel, aspirine, 1 mois, puis un traitement antiplaquettaire, et groupe 12 mois. Donc c'est clair, c'est ce qu'on... Voilà, et on va voir, est-ce que réellement, chez des patients à haut risque, est-ce qu'on peut ouvrir, une nouvelle brèche où on met un traitement antiplaquettaire pendant 1 mois, pendant 1 mois, puis on continue. Alors, dans cette étude-là, je ne sais pas si vous connaissez le résultat. Alors, le résultat, c'est qu'on a fait ce protocole sur 1 mois, suivi par rapport à un protocole de 12 mois. Ce sont des patients qui ont été dilatés par stent actif. Voici les 2 groupes, avec un groupe pendant 1 mois et un groupe pendant 12 mois. Ce sont des patients qui ont un syndrome coronaire aigu. Alors, le résultat est négatif. Ça ne marche pas parce qu'il y a un surrisque dans le groupe court, dans le groupe 1 mois. Il y a une augmentation du risque du critère combiné cardiovasculaire, mortalité cardiovasculaire, infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, saignement majeur, saignement mineur, critères secondaires, mortalité cardiovasculaire, infarctus, accidents vasculaires cérébraux. Donc, il y a toujours un surrisque dans le groupe 1 mois. Et bien sûr, dans le groupe saignement, il n'y a pas de différence statistiquement significative. Par conséquent, cette stratégie ne marche pas dans les syndromes coronaires aigus parce que le risque thrombotique l'emporte et par conséquent, il faudrait absolument renforcer le traitement antiplaquettaire. Alors, tout ça, est-ce que ça va se traduire en pratique? Alors, il faudrait savoir qu'aujourd'hui, vous le savez, depuis les recommandations 2020, après implantation de stent, on peut arrêter l'aspirine au bout de 3 à 6 mois en tenant du risque hémorragique. Et vous avez bien sûr l'algorithme de 2020 sur les recommandations, c'est que quand vous avez des patients à très haut risque, à ce moment-là, vous avez 1 mois d'aspirine à très haut risque de saignement, 1 mois aspirine plus clopidogrel, et puis vous continuez le clopidogrel. Si vous avez des patients à haut risque de saignement, à ce moment-là, pendant 3 mois, aspirine, clopidogrel, et puis vous passez à l'aspirine. Et puis, quand le risque est bas, vous allez à ce moment-là sur des stratégies de 12 mois. Voilà. Donc, il y a un vrai changement, un nouveau paradigme. Il faudrait absolument en tenir compte, et c'est le temps de changer et d'évoluer pour mieux protéger nos patients, parce qu'on doit le réfléchir, ça doit toujours être dans notre cerveau, sécurité, efficacité de nos patients. Je vous remercie.